Bien, merci, Monsieur le Président, cher David, Mesdames, Messieurs. Propos liminaires étaient déjà très complets, très précis. Vous avez raison, effectivement, de dire que notre délégation a eu raison de se saisir de ce projet de loi. C'est bien le rôle de notre délégation de veiller et de se saisir ou de s'auto-saisir de tous les textes qui concernent de près ou de loin les collectivités locales. Et effectivement, celui-ci en premier chef, puisque, comme vous l'avez rappelé, il y a deux articles plus particulièrement qui concernent l'activité et la vie de collectivités locales. L'article 4 qui redéfinit la gouvernance de ce qui sera demain France Travail, la gouvernance autour des politiques d'accompagnement d'emploi et d'insertion, et l'article 10, vous venez de le souligner, sur effectivement la petite enfance, qui est un sujet, quand on a été maire, comme vous, comme moi, dont on sait que qui est un sujet suivi de près par les élus locaux et notamment par les maires. Alors, donc, Monsieur le Président, chers collègues, quelques mots d'abord d'introduction pour vous rappeler le contexte de ce projet de loi et vous dire qu'après une longue période marquée par le chômage de masse, vous le savez, le marché de l'emploi en France est entré dans une nouvelle ère, puisque le taux de chômage est descendu à 7%, 7,1% la population active en mars 2023, chiffre qui n'avait jamais été observé depuis 1982. Pour autant, la France n'a pas encore atteint le plein emploi et on relève d'ailleurs un paradoxe puisque le chômage touche toujours encore plus de 2,8 millions de personnes relevant de la catégorie A de Pôle emploi. Les entreprises et en même temps, les entreprises souffrent de leurs difficultés à recruter. Ainsi, le nombre d'emplois vacants s'est accru de près de 80% entre décembre 2019 et décembre 2022. En décembre 2019, il y avait 210 223 emplois vacants et en décembre 2022, il y a quelques mois, ce nombre s'établissait à 373 254 emplois vacants dans notre pays. Cette situation paradoxale met bien en évidence la difficulté des personnes les plus fragiles, les chômeurs en reconversion professionnelle, les jeunes en difficulté d'insertion, ou encore les personnes en situation de handicap, et à être donc accompagnées vers les gisements d'emploi les plus adaptés à leurs besoins. Sur ce point, les marges de progression sont donc loin d'être négligeables. Et à ce sujet, rappelons que moins de la moitié des allocataires du RSA bénéficient aujourd'hui d'un suivi par Pôle emploi, et c'est le cœur de ce projet de loi. Cela signifie concrètement que plusieurs centaines de milliers de personnes sont ainsi laissées à côté du chemin, à côté de la route, ou en tous les cas au milieu de celle-ci. C'est pourquoi l'une des mesures phares du projet de loi plein emploi est donc de donner au dispositif d'accompagnement des demandeurs d'emploi sa pleine et entière efficacité. Ce projet de loi qui est en cours d'examen, de discussion, vous l'avez dit, Monsieur le Président, depuis lundi en séance. C'est vrai que vous avez reçu mon rapport en début de semaine et j'aurais pu commencer par ça, m'excuser auprès de vous, mais le fait que la délégation réalisait son président la semaine dernière a fait que... Pardon ? Et pas que son président, effectivement, tout le bureau. Ceci explique cela, et notamment le décalage. Mais la prochaine fois, effectivement, on peut penser que les rapports vous parviendront plus tôt, et en tous les cas, avant le début de leur examen dans l'hémicycle. Ainsi, parmi les mesures les plus emblématiques de ce projet de loi figure la systématisation de l'inscription à Pôle emploi, qui sera renommée France Travail, de tous les demandeurs d'emploi, y compris les bénéficiaires du RSA, ainsi que la signature d'un contrat d'engagement unifié, véritablement réciproque, par lequel l'intéressé s'engage à suivre un parcours personnalisé de retour progressif ou d'accès ou à l'emploi direct. Au-delà de la relation entre le demandeur d'emploi et son accompagnateur, c'est bien la gouvernance de l'ensemble du dispositif qui doit donc être repensée de façon à fluidifier les relations entre les acteurs de l'aide à l'emploi et à l'insertion. C'est précisément sur ces points, mes chers collègues, que nous avons vocation à intervenir et à débattre et à commenter. En effet, l'article 4 du projet de loi, qui entre dans le champ de la saisine pour avis de notre délégation, fait émerger un dispositif intégré au sein duquel les collectivités territoriales jouent, aux côtés de l'État, un rôle essentiel de pilotage et de coordination des acteurs publics et privés en prise directe avec les demandeurs d'emploi. Il consacre ainsi, cet article 4, la légitimité des collectivités locales à agir en matière d'aide à l'emploi, c'est-à-dire à entériner une évolution entamée, à vrai dire, il y a plus de 40 ans, avec notamment la mise en place des missions locales.
Comme vous le savez, la délégation s'est également saisie pour avis de l'article 10 du projet de loi, on l'a dit, qui confie aux collectivités territoriales et plus particulièrement au bloc communal, et j'emploie exprès ce mot de bloc communal, le service public de la petite enfance, afin de favoriser la proximité et la qualité dans l'implantation de structures d'accueil. Ces deux articles répondent à une même logique, le positionnement des collectivités au cœur des politiques publiques visant à lever les freins à l'emploi. Le président de la République l'a rappelé, nous n'arriverons pas au plein emploi sans la coopération et sans faire avec les collectivités locales. La mise en valeur des élus locaux et la décentralisation est, vous le savez, la marque de fabrique de notre délégation. C'est sous cet angle que je vous propose donc d'examiner successivement les articles 4 et 10 du projet de loi. Alors d'abord l'article 4. S'agissant de cet article, la volonté affichée par le gouvernement d'apporter des éléments de cadrage au réseau des acteurs de l'insertion et de l'emploi a suscité, il est vrai, des craintes auprès des associations d'élus locaux qui ont cru voir à travers ce projet de loi une tendance à la recentralisation derrière la structuration du nouveau dispositif France Travail, structuration en 4 niveaux, national, régional, départemental et local. Et on a d'ailleurs observé les mêmes craintes lors de l'examen du texte au Sénat. À cet égard, on pouvait, dans le texte initial, regretter effectivement l'existence de points de déséquilibre entre l'État et les collectivités territoriales dans le fonctionnement du réseau. Le texte prévoyait par exemple que la coprésidence des comités locaux soit conditionnée à la signature d'une charte d'engagement. Là aussi, on y reviendra, le Sénat a souhaité revenir sur cette charte. Par ailleurs, il donnait une large place aux régions et aux départements dans la composition et la direction des différents comités, au détriment, il faut bien le dire, dans le texte initial, des collectivités du bloc communal qui pouvaient se voir mises de côté. Votre homologue d'ailleurs du Sénat l'a rappelé à plusieurs reprises, au sein du comité local dont elles sont pourtant les plus proches. Le Sénat y a apporté des modifications en première lecture. D'abord, celle-ci se contentait de supprimer toute forme de régulation et instaurait une procédure de désignation un peu curieuse de la coprésidence du comité local. Enfin, elle confiait au préfet de département et non au préfet de région le soin de fixer les ressorts géographiques du comité local sur proposition du comité régional ou du comité départemental, instaurant ainsi une forme de hiérarchie implicite entre les différents échelons territoriaux. Hiérarchie qui n'existe pas, qui ne doit pas exister. Le ministre l'a rappelé la semaine dernière en audition, chaque niveau de collectivité conserve ses compétences. Bien évidemment, on pouvait donc comprendre ces craintes, et pour autant, il me paraît contre-productif de supprimer, comme l'a fait le Sénat, tout cadre de coordination entre les acteurs. S'agissant de la mise en place des comités locaux du réseau, j'estime que l'abaissement au niveau du département du pouvoir de décision limiterait les capacités du réseau à embrasser l'intégralité des bassins d'emploi, puisque je suis très attaché à cette notion de bassin d'emploi, bassin de vie. Et rappelons sur ce point que l'INSEE recense en France un peu plus de 300 bassins d'emploi, aux configurations, il est vrai, très variées d'un territoire à l'autre. Si certains correspondent à quelques communes près au périmètre de l'EPCI, d'autres sont constitués à cheval sur au moins 2 départements, voire 2 régions, notamment lorsqu'une agence Pôle emploi se situe à proximité d'une limite régionale. Il est dès lors parfois nécessaire qu'un président de région soit désigné à la tête d'un comité local. Comment pourrait-on arriver à un tel résultat si le pouvoir de désignation était confié au préfet du département ou à une association départementale d'élus du bloc communal? Un réajustement du texte était donc indispensable. Les travaux menés en commission des affaires sociales de l'Assemblée, cette fois, la semaine dernière, à notre reprise de travaux, ont donc permis d'aboutir à un nouvel équilibre qui me semble plus satisfaisant. Ainsi, le nouveau dispositif rétablit le pouvoir d'intervention du préfet de région, tant la délimitation du comité local que dans la désignation de son coprésident. Il permet également aux élus du bloc communal d'être systématiquement représentés dans les comités territoriaux, y compris régionaux et départementaux, et c'est une vraie avancée. Il recrée par ailleurs la charte d'engagement, renommée à cette occasion charte de coopération, tout en ne conditionnant sa signature à la coprésidence d'un comité territorial. En ce sens, je considère que cette nouvelle version de l'article 4, validée par le rapporteur et le ministre à l'Assemblée, instaure une gouvernance équilibrée et respectueuse des territoires. Et je verrai naturellement, et j'y veille depuis lundi soir, à ce que les débats en séance publique n'aboutissent pas à rompre cet équilibre. Concernant maintenant l'article 10 du projet de loi, nous le savons,
aujourd'hui, en 2023, obtenir une place pour son enfant dans une crèche, qu'elle soit municipale, associative ou privée d'ailleurs, ou chez une assistante maternelle agréée, n'est pas chose facile pour les familles. Or, des difficultés d'organisation au quotidien, avec parfois une impossibilité à trouver une solution d'accueil satisfaisante, peut constituer véritablement un frein à la recherche d'emploi pour l'un ou l'autre des deux parents, le plus souvent la mère de l'enfant. Et c'est pour cela qu'un article en entier est consacré au mode de garde des enfants dans ce projet de loi, dont on pourrait se dire a priori, tiens, pourquoi il y a un article sur les modes de garde des enfants dans un projet de loi sur l'emploi, mais bien évidemment, vous ferez avec moi aisément le lien entre les deux. Alors que notre pays compte près de 2,1 millions d'enfants de moins de 3 ans, seul un enfant sur deux bénéficie aujourd'hui d'un mode de garde formel, c'est-à-dire autre que la garde par les parents ou un autre membre de la famille pendant les jours de la semaine. Et si la garde du jeune enfant par ses parents a significativement reculé ces 20 dernières années, elle demeure le principal mode d'accueil encore aujourd'hui. C'est une enquête de la DREES de 2023 qui nous le confirme. Ainsi, en 2021, 56% des enfants de moins de 3 ans sont gardés par l'un des deux parents pendant la journée, en semaine, plus de la moitié. Les autres modes de garde, vous les connaissez, vous êtes encore des élus locaux, soit l'accueil chez une assistante maternelle agréée, ou en MAM, maison d'assistante maternelle, soit l'accueil dans un établissement d'accueil du jeune enfant, c'est-à-dire en crèche, micro-crèche ou halte garderie, dans 18% des cas. Et sur ce sujet, je souligne d'ailleurs que près de 3 établissements d'accueil sur 5 sont gérés par les communes ou par les intercommunalités en France. Les autres relèvent du secteur associatif pour 24% ou du privé pour 18%. Et enfin, les autres possibilités d'accueil sont l'école maternelle pour les enfants de 2 à 3 ans. C'est le cas dans ma région, en Bretagne, où on a une longue habitude de confier les enfants dès leur plus jeune âge et dès les 2 ans à l'école, et où encore, c'est plus rare, la garde à domicile, le babysitting. La part des établissements d'accueil du jeune enfant a progressé de 9 points depuis 2002, celle des assistantes maternelles de 7 points. Cependant, pour ces deux modes de garde, qui sont les plus demandés par les parents, on constate depuis quelques années une stagnation des ouvertures des nouvelles places. Et au final, la capacité d'accueil par l'ensemble des modes d'accueil formels s'élève aujourd'hui en France à environ 1 307 000 places, soit un taux de couverture de 58 places seulement pour 100 enfants âgés de moins de 3 ans, 58 places pour 100 enfants âgés de moins de 3 ans, c'est la réalité aujourd'hui en France. Et depuis, cette capacité marque aujourd'hui le pas, et tout mode d'accueil confondu, la capacité d'accueil est d'ailleurs en décroissance depuis 2020. C'est un enjeu important, et notamment pour les femmes, et dans l'enquête que j'ai citée, celle de la DREES, cette enquête rappelle que le recours au mode d'accueil formel a accompagné la hausse sur le long terme du taux d'emploi des mères des jeunes enfants. Et toutefois, si le taux d'emploi des mères d'au moins un enfant de moins de 3 ans est passé de 55 en 2003 à 63% en 2020, il demeure inférieur de plus de 8 points à celui des hommes. L'enjeu du libre choix du mode de garde de l'enfant de moins de 3 ans est donc important pour l'accès et le maintien dans l'emploi des mères de famille et l'égalité homme-femme, ce qui justifie pleinement la présence de cet article 10 dans ce projet de loi pour le plein emploi. Il existe aujourd'hui une pénurie de personnel qualifié, une gouvernance peu lisible et des inégalités territoriales. Tout d'abord, les raisons qui expliquent cette inégalité sont multiples. Tout d'abord, le nombre d'assistantes maternelles et d'une manière de professionnels qualifiés de la petite enfance diminue depuis une dizaine d'années. Il manquerait au moins 10 000 professionnels selon l'Observatoire national de la petite enfance. La crise sanitaire a accéléré ce phénomène et a créé des tensions sur les recrutements. On estime à 120 000 sur 348 000 le nombre de départs à la retraite d'assistantes maternelles d'ici à 2030, c'est-à-dire dans les années proches. Un travail devra donc être fait sur l'attractivité de ce métier et sur la formation. Cette pénurie de personnel qualifié a aussi des répercussions directes sur les établissements qui accueillent les jeunes enfants. Elle entraîne le gel d'un certain nombre de projets d'ouverture et impacte également le maintien de certaines sections et des amplitudes horaires. Ensuite, les acteurs de l'accueil du jeune enfant sont nombreux.
Et l'actuelle gouvernance de cette politique publique apparaît peu lisible. Ainsi, au niveau national, une convention d'objectifs et de gestion, la COG, conclue entre l'État et la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, définit des objectifs pluriannuels en matière d'extension de l'offre d'accueil, d'accès à des places pour les familles défavorisées ou avec un enfant en situation de handicap et d'amélioration de la prise en charge du jeune enfant. Elle fixe cette COG un cadre financier. Au niveau départemental, le département joue un rôle de coordination, d'autorisation et de contrôle des conditions d'accueil du jeune enfant via le comité départemental des services aux familles, le service de la PMI, que l'on connaît bien sur les territoires. Par ailleurs, c'est le président du conseil départemental qui autorise la création des établissements après avis du maire. Et enfin, au niveau le plus local, il y a la commune. Je rappelle qu'il s'agit jusqu'à présent d'une compétence facultative dont les communes se sont naturellement et spontanément emparées. 96% des communes aujourd'hui de plus de 3500 habitants et un tiers des EPCI ont développé un service d'accueil du jeune enfant. Depuis 2021, les communes peuvent d'ailleurs élaborer un schéma pluriannuel de développement des services aux familles qui recense les besoins, les équipements existants et ceux nécessaires et définit des perspectives de développement avec un calendrier et une estimation du coût. Et pour développer ces services aux familles, les communes peuvent conclure des partenariats avec leur CAF local sous la forme de conventions territoriales. Troisième point sur lequel je veux insister pour terminer cet état des lieux de l'offre d'accueil du jeune enfant, c'est l'inégale répartition des capacités entre les territoires. Par exemple, en Guyane, il n'y a que 11 places en moyenne pour 100 enfants en accueil formel, alors qu'il y en a 83% en Mayenne. Il y a en outre des déséquilibres au sein d'un même département, avec des zones tendues, souvent des zones périurbaines, mais aussi parfois rurales, ou bien d'autres très bien dotées, comme dans les grandes agglomérations, ce qui nécessite donc une meilleure régulation de l'offre. Fort de ces constats, il est apparu nécessaire de légiférer pour créer un véritable service public de l'accueil du jeune enfant et recréer une dynamique de création de nouvelles places avec une offre de qualité. C'est l'objectif que se donne l'article 10 dans sa version initiale d'abord. Premièrement, une stratégie nationale de l'accueil de la petite enfance confiée au ministère chargé de la famille qui définit au niveau national les priorités et les objectifs nationaux. Ensuite, une autorité organisatrice qui revient aux communes. Les communes sont reconnues dans ce rôle. Ainsi, toutes les communes devront recenser des besoins et des offres et informer les familles. Et les communes de plus de 3500 habitants donc, devront élaborer un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. Et alors que les communes de plus de 10 000 habitants devront mettre en place un relais petite enfance. Ces compétences pourront être transférées par les communes à leur intercommunalité, mais uniquement en bloc. Quatrièmement, le comité départemental des services aux familles pourra saisir les autorités organisatrices qui n'auront pas établi le schéma pluriannuel communal dans un délai de 3 ans après l'adoption de la stratégie nationale. Et en cas de carence persistante, le préfet pourra demander à la CAF d'élaborer le schéma pluriannuel communal à la place de l'autorité organisatrice défaillante et de le mettre en application. Par ailleurs, afin de réguler l'offre d'accueil dans le département, le préfet déterminera les zones où l'offre est insuffisante et peut donc faire l'objet d'aide de la CAF, et celles où l'offre est en excès et où le maire peut s'opposer, et s'opposera d'ailleurs s'il le souhaite, à l'ouverture d'un nouvel établissement. L'ensemble de ce dispositif est prévu d'entrer en vigueur le 1er septembre 2025. Le Sénat y a apporté un certain nombre de modifications. En première lecture, d'abord, le Sénat a supprimé la stratégie nationale, y voyant là une tentation centralisatrice de l'État. Ensuite, il a supprimé la possibilité pour le préfet de mandater la CAF. Enfin, il a relevé le seuil de population à partir duquel les communes doivent élaborer leur schéma pluriannuel, qui passerait de 3 500 à 10 000 habitants. Mais voilà. Et enfin, le décalage d'1 an de l'entrée en vigueur du service public de la petite enfance, qui a fait couler beaucoup d'encre au Sénat, qui l'ont décalé au 1er septembre 2026, les sénateurs trouvant plus pertinent d'attendre les prochaines élections municipales et le renouvellement des conseils municipaux pour mettre en œuvre cette nouvelle politique. Je dois dire qu'au cours de mes échanges constructifs
avec le cabinet du ministre, avec les associations d'élus concernés que nous avons auditionnés, l'AMF, l'ADCF et ADF des départements, nous avons fait émerger des solutions consensuelles. Et ces solutions se retrouvent d'ailleurs dans le texte issu de la commission et dont nous débattons en ce moment en séance. D'abord, il s'agit de la reconnaissance explicite du rôle majeur du bloc communal dans la politique d'accueil du jeune enfant, qui était très attendue par les collectivités locales. Ainsi, les communes et leurs groupements seront bien les autorités organisatrices de cette politique. Et le texte évite par ailleurs un écueil redouté par les collectivités, celui de faire de l'accueil du jeune enfant un droit opposable, un peu comme le DALO sur le logement. S'agissant de la stratégie nationale supprimée par le Sénat, il me paraît essentiel que le service public de la petite enfance, que nous appelons tous de nos voeux, se voit bien assigner des objectifs qualitatifs et quantitatifs au niveau national, mais que plutôt que de rétablir la stratégie nationale, il nous a paru préférable d'aller plus loin dans la décentralisation en associant plus largement les acteurs locaux. C'est pourquoi j'ai soutenu la proposition de notre collègue Christine Lenabour de laisser au ministre chargé de la famille le soin d'arrêter des objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement en matière d'accueil du jeune enfant après consultation des représentants des collectivités territoriales. Concernant l'intervention du préfet en cas de manquement d'une commune à son obligation de mettre en place un schéma, l'AMF et l'Intercommunauté de France considèrent cette mesure comme une ligne rouge à ne pas franchir. En effet, elles estiment que la pénurie actuelle de personnel qualifié et d'éventuelles difficultés financières peuvent conduire, il est vrai, certaines petites communes à ne pas être en capacité de produire un schéma pluriannuel. Cette objection paraît recevable. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'ai soutenu la démarche de dialogue suggérée par les associations d'élus, reprise par un amendement du gouvernement adopté en commission, qui prévoit qu'en cas de difficulté d'une commune, un échange a lieu d'abord entre celle-ci et la CAF pour discuter des causes des difficultés rencontrées dans la mise en place de l'offre d'accueil. Et cette solution non coercitive me paraît plus équilibrée. La commission des affaires sociales la commission des affaires sociales de l'Assemblée a rétabli le seuil de 3500 habitants, à partir duquel une commune doit élaborer le schéma pluriannuel communal d'accueil du jeune enfant. Cette démarche est logique dans la mesure où, comme je l'ai rappelé, la quasi-totalité des communes de plus de 3500 habitants a déjà mis en place des solutions d'accueil. Néanmoins, nous avons pris soin de préciser par amendement que les modalités d'établissement du schéma pluriannuel communal fixées par voie réglementaire seraient adaptées pour les communes de moins de 10 000 habitants. Et cette nouvelle rédaction apporte une réponse satisfaisante à l'AMF notamment. La date d'entrée en vigueur de ce nouveau service public de la petite enfance, l'article 10, a fait l'objet d'un débat au Sénat très nourri, comme en commission des affaires sociales à l'Assemblée. Je dirais sur ce sujet qu'il y a deux écoles qui s'affrontent. Soit on reporte l'entrée en vigueur du dispositif après les prochaines élections municipales, de sorte que ce seraient les équipes nouvelles élues en mars 2026 qui détermineraient le schéma pluriannuel d'accueil du jeune enfant, ou au contraire une autre école qui dit fixons une entrée en vigueur le plus tôt possible pour aller vite avec les élus qui sont déjà en place et qui connaissent donc bien leur dossier. L'AMF était favorable au report et Intercommunauté de France, à contrario, souhaitait aller plus vite. Je pense pour ma part qu'il faut aller vite si l'on veut tenir compte de cet objectif de création de 100 000 places supplémentaires d'ici 2027. Les communes et intercos sont pour la grande majorité déjà prêtes et la demande des familles est forte. Aussi, nous avons fixé une entrée en vigueur au 1er janvier 2025 qui laisse une année pleine, une année et demie même, après maintenant et toute l'année 2024, une année aux communes pour se préparer. Là encore, je pense qu'il s'agit d'un bon compromis, Monsieur le Président. Pour finir, je ne serais pas complet si je n'évoquais pas deux points importants. Premièrement, le rôle éminent que joue le département dans la politique d'accueil du jeune enfant. Les départements nous ont beaucoup interpellés, notamment via le schéma départemental et le comité départemental des services aux familles. Et puis le département, vous le savez tous, c'est la PMI, la protection maternelle et infantile. Cette place se trouve donc confortée par l'article 10 bis qui a été introduit par l'amendement du gouvernement. Aurore Berger, la nouvelle ministre, est venue devant la commission des affaires sociales nous le présenter et qui suit en cela les recommandations formulées par l'IGAS en réponse aux révélations récentes sur les mauvaises pratiques de certains établissements. Il précise le rôle joué par le président du conseil départemental et par la PMI
en matière d'autorisation d'ouverture et de contrôle des établissements d'accueil. Et je vais donc porter un amendement qui a été adopté prévoyant que l'action des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant s'effectue bien en lien avec le département, ce qui n'existait pas dans la première mouture. Deuxième point important, la place des collectivités territoriales dans la gouvernance de la CNAF est encore insuffisamment affirmée. Il me paraît opportun que les associations d'élus soient représentées aux côtés de l'UNAF, des assurés sociaux et des employeurs au conseil d'administration de la CNAF. Il serait souhaitable d'inscrire une disposition en ce sens dans un prochain texte. Pour conclure, j'insisterai sur les améliorations apportées par les amendements adoptés en commission des affaires sociales et prenant en compte les observations des associations d'élus locaux, dont une grande partie des propositions se trouve aujourd'hui satisfaite. Des échanges se poursuivent encore entre les ministres et les présidents représentants de nos collectivités territoriales. Cette méthode de concertation a été plutôt constructive tout au long de l'examen de ce texte, dont je me félicite. Et donc, nous reprendrons l'examen de ce texte demain, jeudi, à l'Assemblée. Nous en sommes à l'article 1, que nous n'avons pas encore adopté pendant 3 jours. Et le projet de loi concerne 11 articles. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs. Je veux bien répondre à vos questions.